pardon, de notre façon d'être là maintenant, si vous voulez bien, on va regarder d'abord les utilisations et les besoins. Et donc, Serena, ça va être à vous. Donc Serena, c'est Madame Robot. Alors pardon parce que j'ai coupé la photo, sinon on voyait que le robot et on ne voyait pas beaucoup votre visage. Et donc Serena Ivaldi, donc, de l'INRIA et du Lauréat, qui est un laboratoire commun au CNRS et à l'INRIA là, pour le CHRU de Nancy. Alors, vous l'avez peut-être vu parce qu'on l'a vu beaucoup apparaître, Serena, si je peux me permettre, en octobre-novembre, donc au moment de la deuxième vague. Et je dirais que votre idée, donc vous voyez la photo qui est là de Serena Ivaldi, chargée de recherche à l'INRIA, un exosquelette pour les souligner, pour soulager les soignants en réa. Comment vous est venue l'idée et comment ça a démarré, en gros, tout ça sur l'application globalement en réa. Alors j'ai quelques visuels pour vous et aussi avec Pauline. Je mets Pauline un petit peu en parenthèse, si vous permettez, pour que ce soit à vous. Et donc, Serena, c'est à vous. Donc, je vous passe le micro si on vous voit globalement là maintenant pour vous mettre comme intervenant. Alors, Serena, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Et bien voilà, ça va être à vous. Ok. Voilà, mais du coup, merci pour votre introduction. Effectivement, je suis chercheur des recherches NIRIA à Nancy et au Lauréat, qui sont laboratoires communs NIRIA et CNRS à l'Université de Lorraine. Et à la base, je suis chercheur en robotique, donc je ne fais pas du tout, je ne fais pas les applications en santé spécialement. Mais en fait, je me suis occupée pendant mes travaux de robotique collaborative et des dispositifs robotiques en collaboration avec les humains. Et notamment, j'avais fait en collaboration avec Maurice des études autour des exosquelettes pour assister les gestes des ouvriers dans son contexte industriel. Et l'année dernière, le 12 septembre, du CHRU de Nancy, et qui en plus elle est présente aujourd'hui à ce forum. Merci à elle, je vous coupe parce que c'est vraiment une aventure aussi personnelle, c'est-à-dire que vous vous êtes senti ce que vous me disiez, que vous étiez chez vous, j'allais pas dire à tourner en rond, mais à voir un peu ce qu'était la charge de travail de vos collègues. Ah tiens, elle a disparu. Pourquoi Serena a disparu? Je me coupe. Allô? Je suis là, je suis là. Ah voilà. À vous. Parce que tu affiches que l'intervenant. Je suis là. Vous m'entendez? On vous entend très bien. On vous voit de temps en temps coupé, mais on vous entend. C'est-à-dire un peu, donc on avait discuté avec le Dr Septembre un peu sur une initiative personnelle, parce que nous, en tant que roboticiens, on n'avait pas beaucoup de moyens d'aider les docteurs, on ne savait pas qu'on pouvait être utile. Et bien en fait, ils nous ont expliqué qu'il y avait un besoin d'aider les soignants qui étaient en réanimation, parce qu'ils étaient confrontés à faire des tâches qui étaient techniques du point de vue physique. Et c'était en particulier la tâche des flux spectrales, des soignants qui doivent retourner les patients sur les ventres de manière régulière. Et c'est une opération qui est faite dans la pratique courante à la réanimation pour améliorer l'oxygénation des patients qui sont sous ventilation mécanique. Mais c'est une opération qui est faite pas de manière fréquente de temps en temps. Mais pendant le Covid, ils sont passés à la faire de manière industrielle. Ils ont défini, c'est-à-dire dizaines de fois par jour. Et en fait, quand vous enchaînez des gestes qui sont pénibles du point de vue des efforts physiques, pénibles du point de vue musculo-squelettique, donc qui mécanisent la posture, en fait, vous rentrez un peu dans les mêmes problématiques que nous, on avait étudiées dans le contexte industriel. Et c'est à ce moment-là que on a eu l'idée de dire, en fait, on sait que pour la répétition des tâches pénibles, on a une possibilité d'utiliser l'exosquelette, et ça peut parfois non, mais ça peut être une aide possible. Et du coup, ça nous avait eu l'idée d'essayer. Donc, on a fait une étude pilote. Je dois dire, grâce à la collaboration de nos instituts de l'hôpital de Lorraine, qui a mis à disposition des locaux avec comme counterpoint pour tester les exosquelettes, et de l'INRS aussi qui nous avait prêté les plateformes à tester. Et en fait, dans les cas où
semaines, à peu près des tests, on a identifié des exosquelettes qui étaient possibles, qui étaient candidates pour soulager les soignants dans ces tâches-là. On a fait des tests et on a identifié une plateforme qui était qui apportait un soulagement, donc qui apportait une assistance posturale, qui était quantifiable, enfin, qui a été quantifiée aussi, c'était évident que ça apportait du bénéfice, mais qui était aussi compatible avec les contraintes sanitaires et l'utilisation dans l'espace restreint des soignants qui sont en cours de pension à réanimation. Et du coup, on a sélectionné cette plateforme, c'était un exosquelette passif qui s'appelle l'AEVO, c'est un exosquelette qui est un soutien lombaire. Et il y a eu 2 médecins volontaires qui l'ont testé en réanimation, donc, dans le cadre de leur journée de travail, sur une dizaine de techniques mentales. Et ça, c'était à la fin de la première vague en avril. Ensuite, les exosquelettes sont restés en réanimation et en octobre, quand la deuxième vague a été, on a ajouté autres 2 exosquelettes du même type, mais la version sont plus nouvelle, améliorée. Et du coup, la réanimation, ils ont utilisé 4 exosquelettes et à peu près plus d'une soixantaine de personnes du service ont testé les plateformes. Au départ, nous, on avait pensé que c'était bien de l'utiliser en modalité partagée. Comme ça, tout le monde pouvait en bénéficier. Mais en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment la situation idéale parce qu'en fait, il y a un temps des réglages qu'il faut prendre en compte et parfois, ça n'est pas vraiment compatible avec la rapidité et le dynamisme de leur activité. Et du coup, en ce moment, on est basculé sur une modélisation de type individuel. Du coup, il y a 4 internes qui utilisent régulièrement les exosquelettes. Et la personne qui l'utilise, c'est la personne qui se trouve derrière la tête du patient. Donc pendant les gestes de vie, cette personne en définition du dos, donc elle reste penchée en avant pour plusieurs minutes en position statique. Et c'est dans ces cas-là que ce dispositif donne le maximum d'aide posturale, qui est vraiment conçu pour aider dans ce genre de tâches. Même si à la base, il n'avait pas été conçu avec en tête cette particulière application dans ce contexte. Je vous arrête, Serena, juste 2 secondes. Donc en fait, vous avez bien vu il y a eu une progressivité, si on peut dire, dans votre... Alors, vous avez disparu de mon radar... le camarade qui, voilà, de mon radar, Serena Lela, voilà. Et oui, ce que je disais, c'est que en fait, vous avez été allé, d'un certain côté, la première décision a été dans l'urgence, en fait, qui était vous pour venir en aide à finalement les camarades que vous voyez et qui souffraient, si on peut dire, en réa avec cet ensemble. Et puis les choses donc se sont aussi adaptées, si on peut dire, globalement pour la deuxième vague. Et comment, juste une question, et puis on va peut-être passer ensuite à un deuxième vague. Comment ont réagi, je dirais, les soignants, les médico-soignants au sens large autour de vous, et peut-être à la deuxième fois, puisque je comprends bien qu'il y avait, je vous disais, c'est-à-dire des problèmes de contraintes et de contraintes d'environnement autour de cet ensemble. En fait, la réponse, je dis globalement, ça a été positif parce que finalement, on essayait de les aider. Après, le docteur Septembre qui est présente pour vous donner plus d'éléments, parce qu'elle peut parler mieux à nom de ses collègues du CHU. Je ne sais pas si elle peut activer les microphones pour complémenter. On le reprendra peut-être à la fin de cette séquence. En tout cas, merci à vous, la Serena. Là-dessus, ça c'est une optique en urgence. Maintenant, on va peut-être demander, si vous voulez bien, à Bray, si vous voulez bien, à vous. Donc là, on est dans un autre cas. Donc vous êtes à l'hôpital Foch. Je veux dire, Bray est actuellement référente donc en matière de santé-sécurité des équipes, plus particulièrement en prévention des TMS. Je veux dire qu'elle est un peu tombée dedans puisqu'elle est prédisposée pour ça, puisque vous êtes kiné et kinésithérapeute d'origine.
si on peut dire, et en étant arrivé à l'hôpital et à l'hôpital Foch-Vinci, et donc vous êtes en charge maintenant de ces questions-là. Comment est venu finalement, là aussi, racontez-moi un peu, comment vous êtes tombé dedans? Je dirais qu'en plus en ce moment, en pleine période Covid, ça a été un accélérateur? Alors, effectivement, donc, je suis masseur-kinésithérapeute et j'exerce donc à l'hôpital Foch depuis plus de 35 ans. Et j'ai fait une petite reconversion, entre guillemets, depuis 2014. Donc, j'ai rejoint la prévention des risques professionnels et la qualité du travail au sein de la direction des ressources humaines. Et j'exerce en tant que référent donc, de la prévention des TMS, des troubles musculosquelettiques. Donc, moi, mon objectif, c'est principal, c'est de faire donc, cette prévention de TMS, c'est de faire diminuer les facteurs des TMS de nos salariés qui sont en lien avec la manutention manuelle, dans leur positionnement et prise de posture. Donc, ce qu'il faut savoir, que dans le secteur du soin, 52% des accidents de travail sont directement liés à la manutention manuelle lors de la prise en charge d'un patient. Le secteur logistique est également fortement exposé, donc au risque de charge lourde, ça c'est assez connu. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les TMS représentent 87% des maladies professionnelles. Donc, pour revenir au sujet du jour, qui concerne donc, le déploiement dans le secteur du soin, les soignants, les parties du corps qui sont touchées par les TMS concernent surtout le dos et les membres supérieurs. Et comme je suis aussi formatrice pour les salariés, donc je pratique une formation qui s'appelle la prévention des risques lors de la manutention manuelle des soignants. Donc je préconise au fait une prise en charge des patients qui doit être considérée comme une démarche de soins qui a un principe de prévention de base, c'est-à-dire qu'on souhaite que le soignant réalise une économie de son dos. Et par cela, on lui demande d'intégrer le patient, c'est-à-dire de faire participer au maximum le patient avec ses capacités, afin de réaliser tous les soins qui sont en lien avec l'effort, avec des outils d'aide adaptés. Et plus particulièrement, si je peux me permettre de vous interrompre, comment vous êtes arrivé, à quel moment est-ce qu'il y a eu des facteurs d'accélération pour ce choix, cette décision d'aller vers des exosquelettes? Et particulièrement en ce moment. Des activités dans le soin où il n'y a pas d'aide possible pour éviter, pour se protéger lors d'efforts physiques. Ce sont toutes les activités que le soignant effectue, donc plus généralement au lit du patient. C'est-à-dire ce sont tous les soins qui sont des soins de toilette, les soins techniques, l'échange, les réfections des lits, les réinstallations de patients, etc. Et ce sont ces tâches-là où le soignant est le plus exposé à sa charge physique, car quand il faut travailler autour du lit du patient, c'est le soignant qui est obligé de s'adapter à son poste de travail. Et ça l'oblige souvent de se positionner dans les postures contraignantes et des postures qui sont maintenues de façon assez longtemps. Donc ça positionne en fait le dos, techniquement parlant, avec une flexion du tronc qui est supérieure à 20-30, pouvant aller jusqu'à 90 degrés de flexion avant, associé à des mouvements de rotation du dos et ceci avec plus ou moins de charges lourdes à soulever. Et ces soins-là ont des durées assez longues, jusqu'à 1 heure, et associés à des mouvements répétitifs. Donc, l'association de toutes ces postures répétées crée en fait le lit des TMS et qui sont à l'origine des lombalgies des soignants. Et ça fait donc longtemps que je cherchais moi une solution pour protéger les soignants et protéger le dos des soignants pour ces postures à risque. Et donc, quand on a commencé à chercher, donc parmi les différents modèles d'exosquelettes sur le marché qu'on a cherché, c'est le modèle Jappet qui me semble le plus répondre à nos recherches de solutions actuellement. D'accord.
Et là-dessus, quand on a fait un choix d'introduire l'exosquelette dans notre service de soins, notre choix s'est donc posé sur le service de réanimation. Évidemment aussi, on a commencé notre introduction en début d'année seulement, et on a pensé au service de réanimation puisque la charge de travail est intensifiée depuis. Et évidemment, le contexte Covid, les aides au retournement, tout ce que je rejoins, donc la difficulté qui a été exposée par Serena tout à l'heure. Donc, voilà notre choix. Voilà. Oui, merci de cette optique, parce qu'on voit bien en plus vous, avec votre background, si on peut dire, de sensibilité à tout ce que sont les postures et les postures spécifiques. Et vous nous disiez bien que là, une chose qui est un peu complexe quelquefois à entendre, et qui est de dire que finalement c'est la personne, le soignant, qui est obligé de s'adapter à son patient. Et ça, c'est un peu la différence entre, par rapport à une prise en charge logistique pure, la prise en charge d'un patient à son lit, fait avec le patient. C'est un être vivant qui bouge, qui peut participer, qui peut ne pas participer, qui peut être opposant. Donc ce sont des situations où le soignant, que ce soit infirmier ou aide-soignant, il est obligé de réagir en instantané par rapport à un mouvement que le patient va provoquer. C'est une interactivité patient-soignant, et le soignant est obligé de suivre. Il ne peut pas toujours se préparer à anticiper un mouvement. Il y a toujours l'effet de surprise, et puis quand le patient il est couché, mal positionné dans son lit, et le soignant est obligé de se débrouiller, d'arriver à repositionner son patient, ou à maintenir, pour réaliser un soin assez technique, comme des soins de réa qui peuvent durer donc 3/4 d'heure, 1 heure, toujours penché en avant, à faire un travail minutieux, etc. Merci de ce côté-là, de bien nous faire comprendre ce qu'est la spécificité de cette question-là, effectivement, et aussi bien dans la durée que finalement on imagine qu'avec la même personne d'un jour à l'autre, les choses peuvent être aussi une configuration très très différente. Donc merci de bien montrer ce qu'est la difficulté, qui est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles finalement la traduction est plus complexe. On demandera tout à l'heure son avis à Anaïs. Pardon Anaïs, passe votre tour, on va le reprendre après sur les questions d'intégration. Donc on a bien vu là 2 démarches. L'une qui était dans l'urgence, finalement, Serena un peu impulsée par vous avec là, une grosse pression, une charge, c'est le cas de dire, à tous les sens du terme. Et puis, à Foch, là, cette fois-ci, une démarche différente et qui est finalement votre dynamique propre. Pour l'un comme pour l'autre, il s'agissait de soignants. Et je veux dire que pour les autres, hein, et aussi les autres métiers, en gros, quand on regarde, j'ai que les chiffres de 2013, donc ça a peut-être bougé, mais finalement pas tant que ça, finalement les personnels, j'allais dire, techniques, d'exploitation et autres, sont aussi une partie qui est aussi importante, je dirais, et en nombre et en choix. Et donc, là maintenant, alors pardon, parce que j'avais, et je ne vous les ai pas montrées, des photos qu'on regardera peut-être après tout à l'heure, hein, que vous m'avez envoyé, merci Marie là-dessus, et qui montre bien la difficulté hein, de l'ensemble des choses. Est-ce que de notre côté, Anne-Sophie Picard est ici ou pas? Je ne vous vois pas dans la liste. Oui. Ah, elle est là, elle est super. Alors donc on va se centrer sur vous. À vous maintenant, donc là on a un profil, et merci à vous d'être là. Donc cette fois-ci c'est la Suisse, hein, donc c'est les hôpitaux universitaires de Genève, et donc grand merci d'être là. Et vous venez, alors j'allais dire c'est pas une vocation hospitalière immédiate, mais plutôt une vocation à la fois de projets innovants et de projets innovants et de HSE, de sécurité. Donc, même question pour vous, si vous pouvez nous dire
Donc voilà, comment vous êtes arrivé globalement à cette question-là? Qu'est-ce qui fait que, dans une démarche, je dirais, à la fois personnelle et d'entreprise, enfin d'hôpital, vous avez choisi cette cible plus particulière, puisque je crois qu'il s'agit pour l'instant chez vous particulièrement des personnels de blanchisserie, et c'est une expérimentation aussi que vous avez menée avec Benoît Saboué du Vorou. Anne-Sophie, c'est à vous. Hein. Nous, on est parti sur un constat et sur un projet d'automatisation des prestations hôtelières qui avait comme objectif de réduire l'appel à la sous-traitance et de réduire la pénibilité pour les collaborateurs d'une manière générale. Donc, avec la médecine du travail, nous avons recensé... Je vous embête juste 2 secondes, Anne-Sophie, c'est que moi, j'ai pas d'image. Est-ce que c'est normal? Ah, faut que je vous la demande. Si vous pouviez, ça serait sympa, parce que quand on fait le montage après, c'est plus sympa de vous avoir, si je peux me permettre, si vous voulez bien. Ben voilà, c'est super. Ça y est. Vous l'avez. Moi, je coupe mon micro et je vous laisse la parole, pardon. Hein. Mais c'est mieux comme ça, merci. Donc, au sein du département d'exploitation, nous avons mené un travail avec la médecine du travail pour recenser tous les postes qui avaient des difficultés et notamment des TMS et qui provoquaient des TMS. Et puis, on a cherché pour chacun des postes quelle était la meilleure solution. Alors, il y a un certain nombre de postes qu'on a trouvés, il y en a encore beaucoup de postes qui sont ouverts. Et notamment, nous avons mené une expérimentation au poste des cintres de la blanchisserie sur les ergosquelettes qui a été moyennement concluant dans notre cas, puisque Benoît pourra nous en parler après, mais les ergosquelettes sont plutôt prévus pour des gens grands. Et dans notre cas, nous avions des collaboratrices plutôt petites. Donc, on a eu pas mal de soucis qui sont liés aux proportions de nos personnes qui n'allaient pas forcément avec les ergosquelettes. Donc, pour l'instant, le test n'est pas concluant et il doit encore être amélioré et être mené un peu plus loin. L'idée après est de les introduire à la stérilisation également. D'accord, donc merci. Donc là je crois que c'est aussi important de voir les difficultés, finalement, globalement, des difficultés de mise en place. Donc il y a effectivement le choix rationnel qui a été le vôtre et qui est de vous dire sur toute cette partie prestation, exploitation, on voudrait réduire la pénibilité pour les collaborateurs. On a d'abord analysé, on voudrait réduire la pénibilité pour les collaborateurs. Si vous pouvez m'expliquer aussi, c'est augmenter l'efficience et puis être à terme plus efficace aussi et plus efficient pour le patient. Et donc là, pour l'instant, vous êtes en expérimentation un peu à spectre large pour regarder. Vous avez commencé par la blanchisserie. Est-ce que vous avez d'autres... comment vous voyez globalement les prochaines étapes là de ce côté-là? Donc, on a commencé par la blanchisserie. Après, on souhaite aller sur la stérilisation, en fait, où on a beaucoup de soucis de TMS, mais pas sur des exosquelettes, sur d'autres produits. Après, on souhaite s'atteler au nettoyage, qui est également réalisé en interne aux hôpitaux universitaires de Genève. D'accord. D'accord. Mais la blanchisserie est un gros poste pour nous, puisque toute la blanchisserie est faite en interne. Ce que vous me dites aussi, c'est qu'effectivement, la blanchisserie, d'une façon générale, dans les hôpitaux, ou pour les hôpitaux, qu'elle soit internalisée, ou surtout si ça l'est, ou pour partie extérieure, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est une grosse, à la fois une grosse charge de travail, une grosse activité avec, c'est vrai qu'on ne l'imagine pas forcément de l'extérieur, mais avec des diversités j'allais dire par exemple de taille de blouse ou autres qui font que on peut pas automatiser ce genre de choses. Non, le poste des cintres, donc c'est un poste qui est très douloureux. Donc les collaboratrices, puisqu'elles prennent le linge propre et le mettent sur cintre en fait.
C'est un poste qui fait énormément travailler les épaules et on a des soucis d'épaule assez importants sur ces postes-là. Ouais. Avec donc pour l'instant pour réduire les problèmes, les collaborateurs tournent sur les postes, mais c'est le poste le plus difficile chez nous. Et ouais, on peut imaginer d'ailleurs de ce côté-là qu'il y a presque une forme de contradiction ou d'antagonisme entre d'un côté le fait d'équiper quelqu'un, ce qui prend quand même un certain temps, d'un exosquelette, et l'autre chose, le fait de varier finalement les tâches pour aussi varier les postures. C'est toute la difficulté que nous on a aujourd'hui avec les exosquelettes, puisque si on veut que ça soit performant, il faut vraiment aller sur une taylorisation et nous, notre ergonome a voulu que l'on coupe les journées des collaborateurs et qu'on les change de place, justement pour éviter les TMS. Donc on a vraiment la dualité qui est compliquée dans notre cas, puisque soit en équipe, et puis dans ce cas-là, elle reste pas très longtemps sur ce poste-là, soit on les met toute la journée et on a des soucis de TMS. D'accord. Ouais. Merci de ce témoignage. On va revenir après sur justement ce que sont les facteurs d'intégration et de succès, et puis les difficultés. Et là, on voit bien que, Jacques, vous soulignez sur la spécificité de ce métier, c'est bien à la fois cette qualité de très différenciée des postes, et en même temps le fait que vous avez justement les unes et les autres choisi des postes qui sont à fort potentiel, j'allais dire, de pénibilité, et donc ça rend les choses particulièrement complexes et par exemple contradictoires avec d'autres choix qui sont notamment globalement la polyvalence. Ce que je vous propose là peut-être, c'est que nos deux gourous externes et dans des sens différents. Donc Lionel, peut-être aussi toi. Donc Lionel, toi tu es un peu tout, tu es à la fois pardon. Tu es à la fois, je parle de Lionel, hein. Lionel il est à la fois inventeur lui-même, mais en même temps utilisateur privilégié, et tu en as expérimenté, je crois, un certain nombre. Donc là aussi, en logique d'usage, comment tu vois les choses? Que j'ai trouvé très intéressante. En fait, je me suis revu plus de 20 ans en arrière quand je faisais beaucoup d'interventions en formation en manutention de malades. Alors, j'aime pas le terme manutention de malades. Moi, je préférais parler de mobilisation de personnes, ce qui est un petit peu différent dans l'esprit des techniques et des outils que l'on peut mobiliser pour déplacer, pour assister ces personnes. Et en fait, je trouve ce qui a été très bien dit, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ont des besoins et les personnes soignantes sont là pour apporter une réponse à ces besoins. La grosse difficulté, et qui existera toujours, c'est d'identifier le bon besoin. La personne elle a besoin de quoi et de quelle réponse on peut apporter. Donc l'objectif, c'est bien d'apporter une réponse juste et adaptée. Si on apporte une réponse inférieure aux besoins, il y a un risque pour le patient et pour le soignant. Et si on apporte une réponse trop importante par rapport aux besoins du patient, en fait, on fait à sa place et donc la personne perd plus d'autonomie. Donc je crois que ça, c'est important. Moi, à l'époque, les exosquelettes, on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Donc en fait, j'ai passé beaucoup d'années à essayer de créer des techniques gestuelles, du moins modifier, trouver des variantes de techniques, etc. On faisait ça avec des alèses qu'on pliait en trois et ça permettait de créer des poignées à différentes parties du corps. Bien entendu, c'était des choses qui étaient complètement adaptées aux besoins de la personne et aux problématiques de la personne. Là, avec les exosquelettes, ce qui est intéressant, c'est que ça nous ouvre d'autres possibles. On a d'autres outils qui vont nous permettre d'avoir un regard un petit peu différent de la relation soignant-soigné. L'autre point qui est important aussi à comprendre, c'est que je me retrouve aussi quelques années en amont, quand les exosquelettes, on a commencé à les voir abordés en milieu industriel. Au début, il n'y avait pas trop d'exosquelettes, et puis là, on se rend compte maintenant qu'il y a vraiment beaucoup d'exosquelettes, il y a beaucoup de choses qui sortent, donc on peut vraiment faire son choix. Là, en milieu hospitalier, c'est aussi, on vit un peu la même chose avec quelques années de décalage, donc ça ira mieux de mieux en mieux dans les années suivantes.
Et quelque part, l'exosquelette qu'on utilise pour le soignant, ben, il permet d'assister le soignant, et le soignant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il assiste le patient. Donc, quelque part, par moyen détourné, on pourrait dire que, ben, quelque part, l'exosquelette permet d'assister le soignant. Et dernière chose, ce qui, moi, m'importe aussi, c'est cette notion de mobilisation. Il faut prendre en compte l'aspect coopération. Qu'est-ce que la personne est capable encore de faire? Qu'est-ce qu'elle ne peut plus faire? Toujours être vigilant, parce qu'au cours d'une technique, une personne peut perdre l'appui. Si elle perd l'appui et qu'on ne réalise pas une bonne technique, ça peut être grave pour le patient et pour le soignant. Donc il y a toujours cette notion de point d'appui, de mobilisation, bien coordonnée, etc. Et donc effectivement, pour le soignant, le fait d'utiliser un exosquelette peut être une des solutions possibles. Mais bien entendu, comme le signalait M. Zana sur les textes à côté, effectivement, ce qui est important, c'est de bien faire cette étude ergonomique ou cette analyse d'activité. Alors je pense qu'elle a été faite dans les précédentes présentations qu'on a eues. Et moi je me rappelle des études qu'on avait faites nous en Lorraine justement, où on avait fait une cartographie de comment fonctionnait le service en fonction des différents personnels soignants, mais aussi on avait travaillé sur l'identification de l'autonomie des personnes âgées, puisque c'était en moyen et long séjour, et c'est à partir de l'ensemble de ces données que l'on pouvait proposer des familles de techniques ou des moyens ou une organisation de travail complètement adaptée aux besoins du patient. Et ça, c'est fondamental de ne pas oublier de toujours revenir aux besoins du patient. Merci Lionel de souligner ça. Et ce que tu disais, alors effectivement, c'est toujours ce qu'on vise, et quelquefois c'est un peu la quadrature du cercle, mais c'est quand même la visée, c'est d'avoir une réponse juste et adaptée dans les deux choses et autour de sa finalité. Alors c'est vrai que là on a évoqué un peu les deux types de cas, c'est-à-dire à la fois ce qui est quand même un peu le cœur de notre propos d'aujourd'hui, qui est la relation soignant-soigné et l'aide à apporter dans une coaction. Ce que tu soulignes là, c'est vraiment une coopération et une coaction, et ce qui montre, je dirais, l'infini, parce qu'il devrait être d'ailleurs la qualité suprême du management, qui est l'infini tact à mettre en œuvre pour globalement pouvoir adapter les choses et avoir en amont une analyse très très précise de cette cartographie que tu fais. J'aimerais bien, Jean-Paul, si vous êtes là, Jean-Paul Cartin, vous votre regard, je dirais un peu, qui est à la fois celui d'un innovateur, celui de quelqu'un qui a conçu là aussi et qui travaille en continu sur des questions de mobilité, de handicap, et qui travaille avec Garche, notamment sur toutes ces questions. Jean-Paul, est-ce que vous êtes là et est-ce que vous voulez bien prendre la parole? Alors, caméra active, où est-ce qu'il est, Jean-Paul? Il est là, Jean-Paul Cartin, voilà, à vous. Je coupe mon micro et c'est à vous. Réaction un peu sur ce qui a été dit, ce qui vous paraît être les points importants, et puis aussi vers la... Tout d'abord, il a été dit énormément de choses vraies que j'entends au travers des témoignages des gens avec qui je travaille, notamment dans le milieu hospitalier. Monsieur Zana a bien dit les choses. Les exosquelettes ne sont pas là pour effacer les problèmes à la base. Bien souvent, il faut pas confondre suppléance et assistance. On peut assister à un mouvement, et un ergonome peut, par exemple, aider, si vous voulez, à faire des gestes très simples au départ et avoir des petits outils. Et je suis un grand fan des exosquelettes passifs parce qu'il faut pas se tromper. Il y a d'abord l'usabilité des choses et il y a la désirabilité des choses aussi, qui fait que on invente des choses extraordinaires, mais les utilisateurs n'en veulent pas. N'en veulent pas parce que ça peut gêner, parce que ça peut être lourd, parce que ça peut être voilà. Il y a d'innombrables excuses qui peuvent être trouvées, mais il suffit des fois d'appeler son collègue ergonome, et en revenant à la base du problème, eh bien, un bureau peut être relevé de 10 cm ou un établi d'atelier, et très rapidement, on soulage le collaborateur. Et la personne, je crois, de Genève disait tout à l'heure qu'en faisant la rotation des salariés, on a, en revenant donc à la base, c'est-à-dire un geste n'est pas mauvais quand on le fait, il est mauvais quand on le répète, eh bien, on arrive à éliminer les problèmes à la base. Moi, je travaille beaucoup non pas sur les exosquelettes de suppléance pour pouvoir ne plus faire des gestes soi-même et par la machine,
mais je travaille sur un exosquelette qui est en fait un vêtement instrumenté pour que l'intelligence artificielle apprenne à la personne à mieux se tenir, à mieux se déplacer et un peu par apprentissage en fait, à apprendre ce que l'on appelait avant gestes et postures. Hein. Pendant très longtemps, on avait ça dans les entreprises. Et il ne faut pas que la machine nous soit offerte pour remplacer les bons gestes. Voilà. Il y a, comme le disait Lionel, beaucoup de produits sur le marché. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut choisir le bon produit parce que malheureusement, des très bonnes idées qui finissent sur l'étagère et qui ne servent à rien, ben, on en voit beaucoup. Et dans le monde hospitalier, un petit exemple, il y a l'élève-personne. L'élève-personne dans les hôpitaux, il y en a beaucoup. Eh bien, je peux vous assurer que pour parler avec beaucoup de directeurs d'hôpitaux, ils ne sont absolument pas utilisés. Donc, avant de venir nous chercher pour nous et fabriquer des exosquelettes qui peuvent être lourds, difficiles de maintenance, il ne faut pas oublier que ce sont des machines. Donc, elles nécessitent de l'intelligence, de la maintenance, de la rigueur dans la manière de les utiliser. Eh bien, les gens ne veulent pas utiliser l'élève-personne, alors que l'élève-personne est là. Il a été bien conçu, il y en a de mieux en mieux conçu. Et voilà, donc c'est un peu mon regard d'ingénieur. Vous m'excuserez si je peux aller à l'encontre de ce que certaines personnes peuvent penser, mais toutes les solutions existent, elles sont magnifiques. Il suffit d'aller voir ceux qui ont appris à faire des gestes et ils nous expliqueront eux quel est le meilleur produit afin d'être le plus optimum dans notre journée et ne surtout pas, je dirais, se faire du tort à soi-même. Voilà. Merci Jean-Paul et merci à toi aussi Lionel de cette remise en perspective des choses. On va revenir tout à l'heure sur finalement l'extrême tact et l'extrême sensibilité et attention aux gestes quotidiens que les choses demandent. Mais j'aimerais bien là aussi en suite d'intermède, parce qu'on a vu 3 cas, encore une fois 3 cas, c'est des cas et c'est il y a aussi globalement d'autres possibilités, d'autres demandes. Et je vois par rapport à ce qu'étaient un certain nombre de questions qui nous sont venues au moment où vous êtes inscrits, au moment des inscriptions, et qui étaient, mais quid par exemple pour les EHPAD ou pour l'hospitalisation à domicile, qu'est-ce qui serait globalement possible? Je veux dire encore une fois là je vais vous passer un petit film, une petite vidéo, c'est ça que je vais vous proposer globalement là maintenant, et qui est toujours pareil, pardon, moi, de prendre mes exemples au Japon, parce que c'est vrai qu'ils ont un peu de cette avance sur nous, pour regarder ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font. Je dis encore une fois, il y a 3 ans, dans les autres métiers, quand j'avais pris contact avec eux, et donc avec, je le cite là, monsieur Komiya Motoaki, j'espère que je m'exprime bien son nom, et qui m'avait dit à l'époque, bah écoutez, non, on n'est pas là en Europe, mais il commence à venir, et là je vais vous en montrer, si vous voulez bien, juste un extrait, parce que la vidéo est globalement plus longue, mais en Grande-Bretagne, il y a un commencement de début de mise en place d'utilisation d'exosquelettes dans ce qui sont un peu nos équivalents EHPAD. Donc, si vous voulez bien, je vous passe cette vidéo, il y en a pour 2 minutes, et qui donne une idée à la fois de ce que c'est. Donc, on a utilisé un traducteur automatique parce que la vidéo était en anglais, mais c'est tout à fait assimilable. Et puis, on verra si vous souhaitez plus que je vous mette donc la vidéo complète qui m'a globalement été communiquée. Une première. Le Conseil du comté du Hampshire, en partenariat avec PA Consulting et l'entreprise technologique japonaise Cyberdine, teste un cobo. Les cobots sont des robots collaboratifs. Ils travaillent avec l'homme et non pas à sa place. Quand une personne bouge son corps, une multitude de signaux sont envoyés par le cerveau vers les muscles via les nerfs. Le cobo détecte ces messages et il assiste la personne qui le porte. Depuis déjà de nombreuses années, le Conseil du comté du Hampshire a travaillé activement dans les technologies. Pour les espaces de soins, nous désirons innover pour bénéficier des opportunités offertes par les différentes techniques d'aide à la personne. Nous ne savons pas encore exactement ce que cet essai va nous montrer, mais nous sommes enthousiasmés par ce qui commence à se produire durant cette première étape. C'est très rapide à mettre, ça me prend 20 secondes pour m'équiper.
Ce que je trouve le plus utile avec cet équipement, c'est lorsque l'on doit aider un résident qui rencontre des difficultés à se repositionner dans son lit. J'ai l'impression que je peux les retourner et les aider plus longtemps. Voilà, donc c'était oui un exemple. Ce qui m'a paru intéressant, c'est que donc ces technologies japonaises, celle-là c'est Cyberdyne, mais il y en a d'autres. Hein, donc Honda est en train de se préparer, Panasonic aussi. Mais la vraie question finalement, c'est celle un peu que vous posiez tous les deux, enfin tous les cinq d'ailleurs, tout à l'heure. C'est